Les premiers à avoir créé le mouvement de fond, c'est L'Oréal en 2017, où ils ont migré une grosse partie de leur budget pub sur Amazon, tout simplement parce qu'en fait, je crois que c'est 35% des achats e-commerce qui passent par Amazon d'une manière ou d'une autre. Pas dire que l'acte d'achat se fait sur la plateforme, mais on va aller sur Amazon pour contrôler le prix, pour voir les avis. Et ça, c'est quelque chose qui est... nous, on en est persuadés, parce que c'est comme ça qu'on consomme aussi. Dès qu'on voit quelque chose, on va sur Amazon, on check le prix, les avis. Et les avis clients sur Amazon, c'est injouable. C'est très, très compliqué de tricher. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Michael Weiss, fondateur de ShapeHeart. ShapeHeart est une jeune start-up qui a créé des accessoires qui permettent de profiter de son smartphone quand on va courir, quand on fait du vélo ou quand on fait de la moto. Vous êtes lancé en 2018, fin 2017, début 2018, et ça marche déjà très bien. Plus de 30 000 produits vendus ces 2 premières années et 500 points de vente à date, mais bientôt plus, tu nous diras tout à l'heure. Les sujets que j'aimerais aborder avec toi, c'est la création et le développement du produit, d'un produit technologique, la distribution et vos outils marketing. Merci encore à Charlie de Morphée pour l'intro. Charlie est le cofondateur de Morphée. C'est un incroyable épisode qui sortira en mars 2020 sur Le Panier. Michael, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous présenter ShapeHeart ? Oui, bien sûr. Donc ShapeHeart, c'est une jeune start-up française basée à Paris qui tout simplement dédie toute son activité à faire en sorte que les gens puissent profiter de leur smartphone dès qu'ils sont en mouvement. Puisque en fait, ce qu'on a remarqué, c'est dès qu'on est en mouvement, on a besoin de son téléphone. Ça peut être la musique, ça peut être le GPS, ça peut être ses apps, tout simplement de rester connecté, et que c'est toujours une galère puisqu'on ne sait jamais où le mettre. Donc tu l'as mentionné, le running, la moto, le vélo, les trottinettes, voilà, pour les grandes villes. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir avoir un accès à son téléphone hyper simple en un seul geste. Ce qui, je pense que vous l'avez tous testé, mais moi j'ai une pochette pour aller courir. À l'époque où je courais, j'ai une pochette pour aller courir qui s'enroule autour du bras avec des scratchs dans laquelle je glisse mon téléphone. Et quand je fais de la moto, alors j'ai pas le produit dont Quadlock, c'est ça ? Ouais, notamment. Notamment, mais j'ai acheté un autre produit qui est une sorte d'araignée qui vient se greffer autour du téléphone, qui était bien, qu'en silicone, qui a tenu quelques sorties, je crois, et puis qui m'a lâchement abandonné. La ShapeHeart, alors ça s'écrit ShapeHeart.com, comme la forme d'un cœur, ShapeHeart.com. Là, c'est un produit avec la pochette a une attache magnétique et vient se coller, disons, à sa base. Ouais, exactement. Donc le principe, c'est on prend son téléphone, on le met dans la pochette. Donc le but, l'intérêt, c'est que la pochette soit vraiment épouse la forme du téléphone. C'est pas quelque chose de gros. Il y a un vrai design autour de cette pochette. Elle protège de la pluie, elle reste complètement tactile. Donc ça ne change pas la manière dont on utilise son téléphone. On peut toujours téléphoner à travers la pochette, brancher son chargeur. Vraiment, on change rien à sa façon de faire. Et tout simplement, c'est cette pochette qu'on va venir aimanter. Donc soit sur son brassard de sport, sur sa ceinture de sport, sur sa moto, voilà, sur n'importe quel support. Donc il y a un brassard, j'essaie de l'écrire pour vous, très chers auditeurs. Il y a un brassard qu'on enroule autour du bras, sur lequel il y a 2 aimants. Il y a la pochette dans laquelle j'ai glissé mon téléphone et... Bon, je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'espère, mais ça vient effectivement se clipser sur le brassard. Et sur la moto, il y a une petite pièce que je viens accrocher à mon cadre. Ouais,
Moto ou vélo? Moto, n'importe quel guidon en fait. Ou rétroviseur. Ou rétroviseur, exactement. Et l'idée, c'est de pouvoir l'accrocher sans outils, sans vis, sans plastique, on va dire, de mauvaise qualité, qui peut craquer, qui peut péter. Voilà, tout est en silicone et on vient l'attacher sans outils. Ça prend 1 seconde et ça peut se remettre, s'enlever. Sans outils, parce qu'il y a une pièce qui se colle avec du silicone sur le guidon, enfin sur le cadre, et une autre qui vient un petit bracelet en silicone, un petit bracelet qui vient exactement, le prendre autour. Donc avec l'élasticité des produits, ça tient, et comme c'est du silicone, ça ne tourne pas. Exactement, ça tourne pas et ça absorbe tout ce qui est vibration et choc. Ok. C'est assez. Ce qui est cool, ce qui me plaît bien. J'ai pas d'action, mais je suis motard. Hein, ce qui me plaît bien, c'est que c'est discret. C'est une petite la base, disons. Je pense que si on sait pas qu'elle est là, on la voit pas. Et la force de l'aimant, c'est ça qui m'a surpris quand je l'ai pris en main. Pardon, la première fois, la force de l'aimant est assez bluffante, à tel point que j'ai presque du mal à le décrocher. J'imagine que c'est plus facile quand c'est accroché au cadre. Mais, ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Bon. Super. Donc vous avez 4 produits à date en vente. Je dis une bêtise. Alors, non, 4, exactement, parce que là, je ne te les ai pas tous ramenés. Ouais. On a 2 grandes gammes. On a une gamme running, avec le brassard cardio et la ceinture de sport. Et on a la gamme 2 roues, qui est la nouvelle arrivée en fait depuis quelques semaines, quelques mois, avec le produit vélo trottinette, le produit moto. Ah bah oui, trottinette évidemment, nous. Et le produit scooter. D'accord. Trottinette, vélo, scooter, moto. Exactement. Et sur un scooter, ça peut se mettre sur les rétroviseurs, enfin les bras des rétroviseurs, ou sur le cadre si c'est une moto. Cool, très sympa. Combien ça coûte ? Tous les produits de roues sont à 29,95. Ok. Donc hyper bien placé en prix. Ok. Et sur la partie running, on est à 39,95. 29,95 ? Ouais. La concurrence me semble plus chère. Tout à fait. Enfin, moi, j'avais acheté un produit chinois sur Amazon qui n'a pas tenu longtemps et qui était à peu près dans les mêmes gammes de prix. Mais le gros concurrent que j'ai pas pu mettre sur ma moto, c'est une vieille Africa Twin de 88. Je sais plus, ça collait pas au cadre. Et on était plus dans les 80-90. On est plus dans les 80-90, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a encore des secteurs sur lesquels les motards, ils ont du pognon parce que tout coûte cher. Une paire de gants, c'est 100 €. Un casque, c'est 300, 400. Ouais. Donc, s'ils ont de l'argent, on va leur faire payer cher. Évidemment. Et donc, tu m'as dit 29,90, pardon. Donc, 30 € pour les 2 roues et pour les coureurs. Et on est à 40 € sur les produits running. Pourquoi plus cher ? Parce que le brassard, il y a plus de matière ? Ouais, exactement. Il y a plus de travail, plus de confection, exactement. C'est principalement la confection qui fait. C'est du néoprène ? Néoprène, exactement, doublé en lycra. Donc voilà, c'est résistant, ça pète pas, ça résiste à la transpiration, ça se lave. Puisque en fait, on axe beaucoup le travail sur la partie magnétique, mais l'autre point, c'est la partie design, où c'est une catastrophe, hein, clairement. Soit on est sur des produits qui sont plutôt bien fait, mais c'est excessivement cher. Soit on est sur, comme tu l'as dit, sur des choses qu'on achète. Alors nous, trivialement, on appelle ça des chinoiseries qu'on achète sur Internet pas cher. Voilà, on sait ce que c'est du jetable, ça va durer peu de temps. Mais en termes de design, c'est une catastrophe, quoi. On est en février 2020. Si vous écoutez cet épisode dans un an, c'est formidable, c'est que ça dure et qu'il y a une longue traîne. Mais en février 2020, il y a la crise du coronavirus. Vous souvenez-vous, je dis ça pour dans un an, mais on en parlera tout à l'heure, on abordera le sujet. Ouais. Super. Donc vous avez créé fin 2017. Pourquoi ? Alors en fait, l'histoire ça a même été créé 2016, où on a commencé vraiment le point de départ, c'était les capteurs cardio notamment. L'histoire vient de là, d'où le Shape Heart. Ouais. C'est vraiment le capteur cardiaque. À l'époque, il y avait soit les montres, soit les ceintures thoraciques. Donc soit quelque chose qui n'était pas très précis et assez cher comme les montres, soit les ceintures thoraciques qui sont assez désagréables à porter, encore plus quand on est une femme. Alors j'ai jamais utilisé ça et j'ai pas d'iPhone. Les capteurs, il y en avait dans l'Apple Watch, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Et c'est juste via l'Apple Watch que mon iPhone arrive à avoir... Mon rythme cardiaque, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. Ou directement sur la montre en fait. Exactement. Et donc en fait, le problème au poignet, c'était des problèmes de fiabilité. Donc ça, c'était 2016. Donc on a commencé à développer ce produit-là. Et en fait, on s'est rendu compte que sur le bras, ça fonctionnait très bien, que de l'intégrer dans un brassard, ça faisait vraiment, il y avait du sens à le faire. Et donc voilà, donc on a commencé là-dessus. Surtout que tu m'expliquais qu'il y a plus de sens à prendre au niveau du biceps qu'au niveau du poignet. Hein. Ouais, exactement. En fait, il y a moins de mouvement, il y a moins de lumière qui
rentre, l'afflux sanguin est de meilleure qualité et il y a moins de poils. Ouais. En fait, vu que c'est des capteurs optiques, tout biais en fait. Attends, comment ça, des capteurs optiques? Ouais, tous les capteurs qu'on a par exemple au poignet sont des capteurs optiques. Ça va mesurer en fait les variations d'absorption de lumière des capillaires sanguins quand le sang passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux me le refaire en français un peu moins vite? En gros, comment ça fonctionne? Quand le sang passe dans tes capillaires sanguins, les capillaires gonflent. Ouais. D'accord. Et quand le sang repart, il diminue de volume. Ok. Et donc en fait, le capteur va envoyer de la lumière et il va juste mesurer la différence d'absorption de lumière entre lumière rouge et lumière verte quand le capillaire est gonflé ou quand il n'est pas gonflé. D'accord, c'est ce qu'il y a dans une Apple Watch. Hein. Exactement. C'est ce qu'il y avait dans votre capteur. Exactement. Je m'étais jamais posé la question, donc je découvre. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Tu as 3 fabricants au monde qui sont capables de faire des capteurs de bonne facture, donc on a à peu près tous les mêmes. Et en fait, nous, notre meilleure précision venait juste du fait qu'on le posait au biceps au lieu de le poser au poignet. D'accord, mais pourquoi vous avez créé ça? Ça, c'est le projet c'est l'idée de mon associé, donc Antoine, qui est ingénieur de formation et c'est un sujet qui l'intéressait à fond, tout simplement. Et nous, on s'est rencontrés, lui, c'était son projet de fin d'études, et on s'est rencontrés à ce moment-là. Ça faisait quelques semaines qu'il bossait sur le sujet. Il avait commencé à bien creuser déjà, et en fait, on nous a mis en relation et on s'est... complètement. Non, ça a été une rencontre au hasard, par le plus grand des hasards. On nous a mis en relation. On a eu un bon feeling et puis en fait 2 mois après il m'a rappelé, il m'a dit bon, est-ce que tu veux t'associer? Ouais. Cool. Et puis ça s'est fait comme ça. Et vous êtes coureurs tous les deux? Sportifs? On est sportifs, Okay. tous les deux. On est à fond dans le sport et c'est aussi pour ça qu'on a plein d'idées produits. C'est qu'on fait un peu toutes les disciplines. Ouais. Donc projet de fin d'études pour lui, hein, c'est ça? Ouais. T'as quel âge? Moi j'ai la question. Bientôt 33. Bientôt 33. Et lui un peu plus jeune? Et lui a 4 ans de moins que moi. Ok, d'accord. Vous décidez de vous associer, donc là on est en 2017? 1er janvier 2017, ouais. 1er janvier 2017. Et vous lancez fin 2017. Ouais. Comment elle se passe cette année? Qu'est-ce que vous faites? Cette année-là, on prépare de janvier à mai, on charbonne pour avoir les échantillons prêts. Et puis on lance le Kickstarter au mois de mai. D'accord. Alors, dans l'ordre, les échantillons, vous les faites faire par qui? Est-ce que vous êtes accompagné par un bureau d'études, un bureau de design Ouais, sur ce produit-là, c'est le produit le plus complexe de notre gamme, puisqu'il y a la partie textile. Celui-ci, le brassard cardio. Le brassard cardio. Ouais, donc c'est un brassard connecté. Ouais. Parce qu'il prend ma tension et il la transmet au téléphone. Sur n'importe quelle appli en fait. Ok. Exactement. Ok. Et donc là, on a à la fois la partie magnétique, on a du textile et on a toute la partie connectée avec un capteur, du coup une chip Bluetooth, donc un firmware à l'intérieur. Donc c'est là où il y a vraiment un boulot. Là, il y a un gros boulot de développement. Antoine a eu quelques nuits bien chargées, on va dire. Et ça, vous le faites en 4 mois? Et ça, on le fait, au total, on le fait un peu plus que ça, puisque au moment où on lance le Kickstarter, le produit n'est pas finalisé à 100%. On est bien avancé, ouais. Mais le Kickstarter, au final, on va le livrer en décembre. Ok. Donc il aura fallu un peu plus de 12 mois au total pour vraiment aboutir à la livraison. Mais oui, donc c'est un designer qui est toujours avec nous et qui travaille qui est là à disposition en permanence. Donc vraiment designer produit, là. Et puis après, on a eu aussi un bureau d'études sur toute la partie électronique firmware. Puisque là c'est assez même si ça reste assez simple pour des ingés, c'est assez simple, ne serait-ce que d'avoir une connexion Bluetooth, d'avoir quelque chose de stable, c'est assez costaud quoi. Donc faut quand même bosser avec un bureau d'études que vous avez trouvé en France, à Paris, que vous avez qui est basé à côté de Clermont. Ok. Qui est basé à côté de Clermont. Et alors, bureau d'études, oui. Après, j'ai aussi la chance d'avoir un ingénieur en tant qu'associé qui a la tête bien faite. Sort de Centrale Paris. Ils sont costauds en électronique. Honnêtement, ça aide. D'accord. Ça aide. Okay. Donc, bureau d'études plus un designer produit full-time en interne. Ouais. Vous transmettez ça à qui pour avoir des échantillons? Les premiers échantillons, ça, on le fait pour tous les produits. C'est à la maison. Voilà, c'est tu t'achètes du néoprène, du lycra, tu couds un brassard. Ouais. C'est vraiment ça? Ah, c'est vraiment ça. C'est on achète des aimants. Enfin, là, on a fait un dernier. Enfin, le premier test, là, on est en train de bosser sur un produit. Le premier, il a été fait au Chatterton, quoi.
C'est excellent ça. Ok. Et donc, en fait, on commence comme ça. Ah, il y a peut-être un truc. Donc là, on va faire un échantillon maison, mais un peu plus quali. Donc, on peut prendre soit quelqu'un qui fait vraiment de la couture, soit on va faire de l'impression 3D. Mais voilà, mais toujours nous-mêmes. Une fois qu'on arrive à cette étape-là, on se dit, OK, là, on tient peut-être quelque chose. Là, on va aller contacter des usines. Où ? Alors, on a commencé en France. Ouais. On s'est fait gentiment... Donc à ce stade, quand tu vas contacter les usines, tu as des prototypes faits maison, tu as ton associé, le bureau d'études et le designer qui ont dessiné des produits, tu as des croquis, j'imagine, des images. Ouais. Ok, tu arrives avec un cahier des charges. Ah, on arrive avec une idée assez claire de ce qu'on veut. Ouais. Après, il peut toujours y avoir un décalage entre ce que toi tu veux et ce qu'on est vraiment capable de faire produire, en masse production. Mais Ouais. on vient avec le sample qu'on a fait, le prototype qu'on a fait nous-mêmes, qui est on va dire, assez fidèle à ce que le produit doit être plus tard. Ok. Alors, pas les mêmes standards de qualité, évidemment, mais par contre, en termes de look, de design, c'est très, très similaire. Ok. Et donc, vous commencez par la France ? Ouais. Donc en France, sur la partie textile, il y a 2 grandes zones, c'est soit Rhône-Alpes, soit région de Cholet, Pays de la Loire. On s'est gentiment fait conduire. On n'a même pas réussi à atteindre la discussion prix. Ok. C'est vraiment sur le savoir-faire. Ah bah non, nous, coudre du silicone, du néoprène, des aimants, tout ça, non, ça nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas carrément. On sait pas faire, on veut pas savoir faire. Okay. Donc là, du coup, ok, très bien. Et donc là, on part en Chine, notamment grâce au réseau startup qu'on a pu avoir. On nous donne un premier contact d'usines de silicone. Voilà, donc on va chercher des usines là-bas. Et la grosse différence avec les Chinois, notamment, c'est qu'ils nous disent on ne sait pas faire, mais attendez, on va trouver une solution. Et ils l'ont trouvé. C'est marrant ça. Ok. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que première production qu'on fait, donc là, on est à la fin du Kickstarter, donc au mois de juin. Le Kickstarter, juin 17. Mai, juin, ok, 2 mois. Exactement. Juin 17, on lance la première production. Et là, ils n'ont pas énormément d'outillage, donc ils font une grosse partie du travail à la main. Et donc on lance la première prod, tout simplement. En parallèle du Kickstarter, à la fin du Kickstarter. À la fin du Kickstarter. Vous avez commandé combien de pièces ? On a commandé 2000 brassards cardio. On en avait vendu 1000 en préco. Ok. Et on a lancé avec les mêmes brassards, mais sans le capteur. Puisque à l'époque, on cherchait encore en se disant qu'est-ce qui plaît le plus aux gens ? Est-ce que c'est le côté magnétique ou est-ce que c'est le capteur ? Attends, je reprends. Vous avez commandé 2000 brassards avec le capteur et 2000 sans le capteur. Ok, c'est marrant. Puisque en fait, ça a toujours été le débat de... Mais le Kickstarter portait sur le brassard avec. Et juste vous en aviez vendu 1000. Ouais, et donc juste on a à la vendu 1000 fin, sur les 4000. Ouais, exactement. Okay. Et juste à la fin ? Et juste à la fin du Kickstarter, on avait, sur les 3 derniers jours, on a mis des brassards sans cardio pour voir si les gens allaient changer leur commande ou est-ce qu'on avait plus d'impact, plus de clics, plus de conversion. C'est marrant, tu as A/B testé ton product market fit sur Kickstarter lors de ta campagne. Ouais. Vous m'avez compris, mais A/B testé, l'A/B testing, c'est que vous avez testé la réception du produit. De manière pas très propre, ouais, tout à fait. Votre objectif de campagne, c'était combien ? On avait mis un objectif à 35 000, ce qui correspondait à 1000 pièces. Donc vous avez atteint votre objectif ? Ouais, on fait à peu près 70 000 euros sur Kickstarter. Donc vous doublez l'objectif ? On double, ouais. Pour 1000 pièces vendues ? Pour 1000 pièces vendues, ouais. D'accord, ok. Super. Ouais, on a gagné 14 euros sur la campagne. Vas-y, raconte. Ah non, mais ça, on s'en rend pas compte. Mais si t'avais un truc à dire sur quelqu'un qui lance une campagne demain, Kickstarter, non, mais c'est que c'est top, mais faut savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire que nous, on le faisait aussi pour tester le concept, pour créer un première visibilité sur la marque, pour se faire connaître, pour développer. C'est pour ça qu'on a fait l'A/B test à la fin. Mais la réalité, c'est que quand tu vends un capteur cardio, donc avec une... que tu n'as pas encore produit au moment où tu commences la campagne. Tu connais pas tes frais, tes coûts de production vraiment précisément. Mais quand tu vends un brassard cardio au fin fond de la Russie, faut le livrer après. Ça coûte pas 5 euros en Colissimo. Et ça, vous aviez pas limité à la France, l'Europe, j'en sais rien. Bah non, parce qu'en fait, comme tout jeune start-upper qui commence, tout le monde te dit ouais, le marché c'est les États-Unis, tout ça, l'international. Sauf que nous, on savait pas où ça allait prendre. Donc on a fait sur la campagne, on fait 1 tiers en France, 1 tiers aux États-Unis, 1 tiers sur le reste du monde. Mais il y a des pays dans lesquels tu veux pas livrer.
J'imagine. Surtout, ouais, tu bouffes complètement ta marge. Voire tu l'as. Ah, tu peux en avoir pour 20 euros sur ok. un colis, ouais. Et pourquoi Kickstarter? Alors, pourquoi Kickstarter et pas une autre plateforme, par exemple? Oui. Alors déjà, donc, Ou une plateforme en propre, comme certains l'ont. ouais, alors en fait, on voulait vraiment compter sur la partie organique de Kickstarter, qui te met en avant, hein, quand même. Et puis, Kickstarter, quand on a fait nos tests marketing, c'est là où on a vu qu'il y avait la plus grande communauté de runners entre les différentes plateformes. Par rapport à Indiegogo, par exemple, Kickstarter était quand même beaucoup plus fort sur la partie sport. Ok, parce que c'est vrai qu'il y a des plateformes spécialisées sur le sport en plus. Comme Fosbury à l'époque. Ok. Ouais, tout à fait. Après, on voulait aussi avoir le côté anglo-saxon, qui est peut-être une bêtise, hein, parce que quand on a une page complètement en anglais, sur le marché français, c'est assez compliqué. C'est vrai? Ouais. Quand on a une page en anglais sur le marché français, lors d'une campagne, et ça s'internationalise pas, pardon. C'est très mal foutu. Ok. Très Sur mal Kickstarter. foutu. Donc on mettait un lien en début de page pour les Français qui est renvoyé sur une autre page. Enfin bon, c'est pas fait pour quoi. Ok. À refaire. Peut-être pas. Et du coup, sans capteur déjà, cardiaque. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, on s'est posé la question Non, mais sur les autres produits. peut-être pas. Peut-être pas parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps quand même à organiser une campagne. De belles vidéos, des belles images, il faut des assets. Exactement. Ça vous a coûté combien? Et la campagne en elle-même, tu as une idée? En elle-même, la campagne, que je te dise pas de bêtises, donc on fait 70 000, et la campagne, on est autour de quasiment un billet de 20. Pour faire quoi? Pour faire la vidéo. Ok. Je compte le temps aussi, hein, de préparation, les campagnes emailing. Vous aviez une base? Non, on l'a construite. En cours de campagne? En cours de campagne, donc Ok. on a fait, comme ça se faisait un peu d'acquisition, laissez votre mail, lancement dans 2 semaines, 3 semaines. Grosse réussite, hein. Taux de conversion absolument catastrophique. On a shooté, pour le lancement de la campagne, on a dû shooter une base de 4000 emails. On a dû faire 3 ventes. Sur les 4000 emails que tu as récoltés avant le début de la campagne Kickstarter, tu penses avoir converti 3 ventes? Quelque chose comme ça, Ouais. en direct, ouais. Et ça t'a coûté combien, ces 4000 emails? Ça nous a coûté, alors dessus il y en a 3000 qu'on a eu au fur et à mesure des événements, et on va dire quelque chose d'assez organique. Oui, d'accord. Et on a 1000 qu'on a payé, et qu'on a payé autour de 1 euro le mail, quoi. 1 euro le mail, Ouais, c'est une fortune. c'est une fortune. D'accord, donc tu as 1000 euros pour l'achat de mail, 3000 que tu reçois de manière organique, 4000 emails que vous shootez lors du lancement de la campagne. J'imagine que vous les re-shootez plusieurs fois. Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Et au final, 3-4 ventes, enfin quelques ventes. Exactement. Mais en fait, on a fait des Quelques erreurs. ventes à 30 balles. Quelques ventes à 70. 70, ok. Ouais, quelques ventes à 70. Oui, Non, mais du coup, on fait des erreurs assez classiques de pas chauffer la base mail, de pas l'entretenir, voilà. Donc ça nous a beaucoup servi pour la suite, évidemment. Mais non, Kickstarter, si on le fait pour gagner de l'argent, je le déconseille, clairement. Si on le fait pour faire grandir son projet, ça peut être quelque chose de vraiment... ça peut être un super outil. Faire grandir son projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre ce qui fait vendre, de comprendre ce que les gens attendent. Ouais, c'est ça, tester le marché, quoi. Tester le marché, ouais, clairement. Tester le marché. Nous, on s'est posé beaucoup de questions sur les coloris aussi, sur le design. Voilà. Alors les bracelets et pochettes sont noirs. Tout est noir. Tout est noir. C'est une vraie demande des consommateurs. Tu promettais de livrer à quel horizon? On promettait de livrer première quinzaine de décembre, donc avant Noël. Ah, donc tu as respecté ton timing. Ouais, on fait partie des rares boîtes IoT à avoir respecté le timing, et ça, on en est hyper fiers. Donc on le dit haut et fort. On doit être 2 ou 3% des boîtes à respecter le timing. Ça m'est jamais arrivé. Et puis il y a même des produits que j'ai jamais reçus d'ailleurs. Et on a livré des produits conformes qui fonctionnent avec un taux de SAV qui est hyper faible. Ok. Donc je le redis. Bon, c'est une belle réussite, mais vous n'avez pas gagné d'argent. Vous avez gagné 14 euros. On a gagné 14 euros, mais on a gagné aussi une meilleure vision du business. Alors, ce que m'ont dit, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est Morphée et peut-être aussi les mini-mondes que vous entendrez bientôt sur ce podcast, c'est que ça permet aussi d'aller voir une banque en disant regardez, j'ai déjà un chiffre d'affaires, j'ai des précommandes, c'est plus facile pour lever des fonds, avoir des subventions ou des prêts, quoi.
Ouais, alors là-dessus, nous sur la partie fond, ça a toujours été un peu compliqué parce que déjà sur la partie produit, c'est toujours plus compliqué. Et puis surtout, en fait, ils demandent toujours la step d'après. Par contre, pour la banque, ouais, ça c'est effectivement, nous on avait Kickstarter en parallèle, on avait les deux trois premiers distributeurs qui nous avaient passé des précos. Effectivement, c'est ça pour la banque, ça a fait une grosse différence. Ok. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour préparer le lancement fin 2017, début 2018, pendant cette première année? Donc, vous avez la base Kickstarter, 4000 emails plus 1000 commandes ou en partie 1000 commandes. Ça fait un certain nombre d'emails. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Et après, on court. Beaucoup. C'est-à-dire beaucoup. On a dû faire plus de 300 run tests, principalement en Île-de-France, avec des runners, des micro-influenceurs, des nano-influenceurs, des influenceurs. On courait 4-5 fois par semaine. À partir de quand tu avais des prototypes? À partir de février. Oui, mais ça, c'était des prototypes faits maison. Ah ouais, mais bon... Mais bon, ça compte, ok, je comprends. Il faut. Ouais. Il faut, et les premiers protos faits par l'usine sont arrivés au mois d'avril. Ok, d'accord. Il a quand même fallu attendre d'avril à décembre, je fais un pas en arrière du coup, pour affiner le produit, c'est ça? Ouais, passer d'un proto à une version industrielle. La période production plus livraison qui forcément prend du temps. Ok, d'accord. Donc on a beaucoup couru. Alors, comment vous chouchoutez ces premiers utilisateurs, testeurs on fait quelques questionnaires. Donc vous leur donnez les prototypes, ils vont courir, vous leur demandez comment ça se passe, ouais. Vous les embasez. Ouais. Enfin, l'objectif, c'est non seulement d'avoir des insights sur le produit, des retours sur le produit, mais j'imagine aussi de les préparer pour la suite. Ouais, bien sûr. Comment vous y prenez? En fait, on rencontre donc beaucoup de monde sur Paris, sur la France. On a même fait un tour de France. On a pris la voiture, on est allé courir dans une dizaine de villes avec des groupes de running. Et en gros, après, c'est des gens qu'on a suivis au fur et à mesure. Et là, on les écoute, on regarde les photos Instagram, ça compte aussi beaucoup. Parce que quand t'as un mec qui poste des photos avec ton produit toutes les semaines et du jour au lendemain n'en poste plus, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est rien, pas de problème. Et on va chercher un peu les infos, on va creuser, ça on le fait encore. Et ça, vous n'êtes que deux à le faire à l'époque. Hein. Ouais, ça on est que deux. Okay. Ouais, clairement. Et en fait, très honnêtement, à cette période-là de l'année, déjà, on a une grosse concentration sur faut livrer dans les temps. Donc on est à fond production. Et après, quand les produits arrivent, on lance en magasin. Et là, je vais pas dire qu'on subit un peu la période, mais voilà, on a lancé, on livre. On n'était pas déjà dans la projection de l'étape d'après. On était en se disant, ok, maintenant on a livré les premiers magasins, les clients. Regardons un peu comment ça se passe, quoi. Est-ce que ça sort bien? Est-ce que voilà, comment le produit se comporte sur le marché, en fait. Ok. Tu dis les produits arrivent, on les met dans les magasins. Ça veut dire que tu as aussi travaillé ta distribution pendant cette première année. On a commencé justement, on a commencé donc fin 2017 et après on bascule sur début 2018 où là on commence à travailler la distribution et là on la travaille de manière ABCD test. Hein. C'est en gros on a les magasins de sport, on a les magasins de sport spécialisés, vraiment les boutiques de running. On a toute la partie consumer electronics, donc c'est Fnac, Darty, Boulanger. Okay. Et les accessoiristes téléphonie. Donc en gros, c'est les castres channel en distri qu'on va tester. Donc on a commencé avec ces enseignes-là, petit nombre de magasins, et puis le web en parallèle. D'accord. Et ça, vous le préparez du coup avant le lancement. Au lancement, vous avez combien de points de vente? Au lancement, décembre, on a une cinquantaine de points de vente. Fin 2017, on a une cinquantaine de points de vente. D'accord, donc tu as quand même bien préparé le terrain. Après, sur les 50, on en a... Il y a la Fnac qui pèse aussi un petit peu, mais on a préparé un petit peu. On ne s'est pas mis à fond dedans, puisque, encore une fois, on manquait quand même de visibilité, hein, très honnêtement. D'accord. Avant de passer à la suite, si tu avais un conseil à te donner à toi début 2017 début 2017. Sur cette première année, hein, je parle pas de la suite. Si tu pouvais revivre 2017, qu'est-ce que tu ferais de différent, pardon. J'aurais blindé ma base mail pour les 2 années d'après. D'accord, très bien. Donc on arrive à fin 2017. Vous avez une cinquantaine de points de vente. Vous avez créé un site internet? Ouais.
Quelle techno à l'époque? Donc là, on est sur un WordPress et en shop, on est sur du WooCommerce. Excuse-moi, WooCommerce? WooCommerce Ouais. avec WordPress. Avec WordPress, ouais. Très bien. Est-ce que tu peux me raconter ce lancement alors? Alors le lancement, Donc, vous avez 4000 produits au moment du lancement, Ouais. 2000 avec le capteur, 2100. Il y a 1000 précommandes qui partent sur Kickstarter et il y a 3000 produits à vendre. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous faites? Et ben là, moi, on continue d'activer à fond le retail, puisqu'on avait, on avait quand même une belle appétence des distributeurs sur la partie cardio, notamment. C'était un peu la tendance objet connecté était encore très forte à ce moment-là. Et puis après, on a la... Mais là, vous sentez quand même, il y a des signaux faibles que le cardio... Non, les signaux sont hyper forts sur le cardio et sont beaucoup plus faibles sur l'autre. Ok. Et pourtant? Et pourtant, c'est totalement l'inverse. En retail, tout du moins. Ok. À quoi tu attribues cette différence? Et ben en fait, la différence, c'est que l'écosystème startup, c'était il faut du connecter, les objets connectés, des grosses enseignes comme Carrefour se sont tous mis à faire des rayons connectés. Sauf que la réalité, c'est que le connecté, c'est bien si ça s'intègre dans l'utilisation qu'on a des objets, et on va pas changer nos manières de consommer juste parce que c'est connecté. Et ça, c'est quelque chose c'est quelque chose que la distribution a mis, je sais pas, ils ont mis 3 ans à comprendre que en fait le connecté, ça pouvait avoir un vrai impact. La domotique marche très bien, dans le sport ça marche quand même à peu près bien, mais sinon sur le reste c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc en fait la distribution nous a poussé à fond pour le cardio, et sauf que nous on leur disait mais non, mais c'est l'autre produit qu'il faut mettre en vente, c'est celui-là qui fonctionne le mieux. Et voilà, donc en 2018 distribution c'était à fond le cardio, et sur la partie online nous par contre on poussait à fond l'autre. Ok. Avec les premières campagnes de pub, première acquisition. Raconte-nous. Et ben là très simple, Donc vous avez vendu, je l'ai dit en intro, mais 30 000 produits sur les 2 premières années, ouais. Ce qui doit faire à peu près 1 million d'euros si on était en direct to consumer. Ouais, tout à fait. Sauf que il y a une bonne partie qui part en distrib. Tout à fait. Excusez-moi, à travers des magasins, des points de vente que vous ne maîtrisez pas, sur lesquels j'imagine qu'il y a un x2, x3 qu'on vous demande à l'achat. Je rentre pas dans le détail. Ouais, mais... non, mais si, mais ça, on peut en parler rapidement. Grosso modo, en fait, et ça c'est vraiment important quand on se lance de le savoir, d'avoir sa stratégie. Nous, dès le début, on savait qu'on allait bosser en retail et à l'étranger. Et donc, à partir du moment où on doit assumer les coûts d'un réseau de distribution, idéalement, il faudrait faire x5. Entre un prix de revient et un prix de vente public, il faudrait faire x5. Entre un prix de revient, donc ce que te coûte le produit, et le prix auquel il est vendu au consommateur final, il faudrait un x5. Exactement. Dans l'électronique, dans ton domaine. Dans les accessoires. Les accessoires. Ouais, exactement. Okay. Donc, sachant que là, il te faut, toi, une marge. Donc, du 1, on passe à 2, j'imagine, pour le vendre à un réseau de distribution, je sais pas, la Fnac ou autre, sur lequel eux, ils vont encore rajouter 3... Ouais, en gros, typiquement, prenons l'exemple du produit vélo ou moto. Ouais. Nous, on le vend 30 € au public. Un magasin classique va l'acheter 15 €. Okay. Voilà. Quand on parle d'enseignes comme la Fnac, comme Boulanger, comme des grosses enseignes, là, on vient d'en signer une en Belgique, notamment, on est quand même beaucoup plus bas en prix. Ils sont beaucoup plus gourmands en marge. Donc, un indep ou une petite chaîne, ça va être un x2. Ouais. Et une grosse enseigne comme ça, x3, x4, j'en sais rien. Alors, normalement, ça c'est pas censé dépasser les x3. Au-dessus de x3, c'est qu'ils sont vraiment... là, on est dans la vue. C'est du folle, ok. Mais voilà, ils ont une puissance de frappe, donc on paye ça, on paye le réseau au final. Comment tu décroches les premiers 50 revendeurs? Alors, il y a la Fnac dedans. Une partie. La Fnac, t'es allé les voir. Vous avez gagné un concours. Ouais, on avait gagné le prix d'innovation Fnac Intel avec le produit. En 2017. En fin 2016 même. Ah, fin 2016. Ouais, okay. c'est sur l'idée. Sur l'idée. Okay. Ouais, sur l'idée, genre assez incroyable. Il y avait un premier proto. Compliqué de le montrer, mais non, vraiment sur l'idée. C'est une chaussette cousue. Non, il y avait... Bon, on la postera la photo, elle est assez... Donc une cinquantaine, dont la Fnac. Ouais, et après, magasin... Comment tu les décroches, la Fnac? Eh ben la Fnac... ça fait partie du deal non, concours que tu as gagné, même pas? Pas du tout. Après, on fait comme on fait avec tous les autres. On prend notre téléphone,
où notre ordi, on demande un rendez-vous et puis on y va et porte à porte, hein. Pas de secret. Hein. Vous êtes allé taper le pavé. Voilà le produit, vous le connaissez pas, on vous explique quels sont les enjeux, les besoins des clients, les conditions de prix. J'ai posé la question en préparant l'entretien à Mickaël tout à l'heure, et en toute transparence, je lui ai dit, est-ce que c'est un produit que je peux trouver sur Alibaba ou est-ce que c'est vraiment une production propre et vous avez déposé un brevet? C'est donc un produit que vous avez développé vous, hein, tu l'as expliqué, ça fait une demi-heure qu'on en parle, mais surtout, et vous l'avez breveté? Ouais, on a un brevet, donc à l'heure actuelle, qui est un brevet européen. Donc là on a encore un petit peu de temps pour le déposer à l'international. Ok. C'est breveté, on peut pas le trouver ailleurs, quoi. Donc fin 2018, c'est ça, vous avez fin 2017, pardon. Ouais. Et début 2018, vous avez vos produits, vous avez une 50aine de points de vente, dont la Fnac, vous avez lancé un site web WordPress plus WooCommerce, et il s'agit de vendre. Et comment vous y prenez? Et ben là, pour vendre, donc la partie retail, comme je l'ai dit, on y va porte à porte, on prend les rendez-vous, on pousse, vraiment, on présente le produit vraiment à l'ancienne. Mais le direct to consumer? Et le direct to consumer, on fait très présent sur Instagram. Donc on continue 2018, on court encore pas mal. On fait beaucoup on travaille pas mal avec des influenceurs, qui ont entre 5000 et 20 000 followers. C'est de l'envoi de produits, hein. Principalement des gens qui ont besoin de nos produits, on leur donne gratuitement, du coup ils nous font un peu de pub. On est présent sur beaucoup d'événements aussi. Donc vous les donnez gratuitement, tu peux quantifier le nombre de produits que vous avez donné à des influenceurs? On a dû donner une centaine de produits en 2018. À des influenceurs ou tout compris? Non, à des influenceurs. Ok. Après chez nous, influenceurs, il y en a qui sont influenceurs à 2000. Hein. Oui, c'est des gens qui courent et qui... Quand ils sont très présents dans des communautés... Qui sont réels, quoi, qui sont vrais. Exactement. Ça c'est hyper important pour nous, hein. C'est que des gens c'est que des gens qu'on a rencontrés en face à face. On en a parlé avec Simon Ménard, fondateur de Nidé, dans un épisode qui traite de la cosmétique, où ils ont fait une collaboration. Donc Nidé fait de la co-création de produits. C'était un épisode passionnant parce que Simon a une belle expérience en Asie, on en a beaucoup parlé. Co-création de produits, et ils ont fait une co-création avec une influenceuse qui avait, je crois, 200 000 followers. Ils ont réalisé que c'était que du vent et que ça n'a absolument rien donné et rien transformé, quoi. C'est incroyable ce qu'on peut trouver sur Instagram, sur les comptes autour de 20-30 000, c'est la cour des miracles. Alors on le sait tous, mais bon, c'est bien de se le dire. Comment vous avez fait? Vous l'avez fait vous-même, de choisir les comptes? Ouais. C'est toi qui le fais? Ouais, c'est exactement. Comment tu cherches? Et comment tu les valides? Alors je cherche avec des hashtags, je cherche avec les hashtags running qui sont... La communauté running sur Instagram est très très forte, donc il y a quelques hashtags que tu suis et il y a plein de profils qui sortent. Et après, c'est que des gens qu'on a rencontrés en face à face. Ok. Donc sur des courses, on fait beaucoup d'événements. Ça, c'est le dernier point. Ça veut dire que quand tu es sur un événement, tu embases les gens, tu leur nom, prénom, email et numéro de téléphone pour pouvoir les recontacter ensuite? Même pas. Ou tu leur donnes j'envoie un petit message sur Insta. Salut, c'est Mickaël de Shapeart. On sera sur cette course-là. Est-ce que tu y es? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait besoin d'avoir une grosse crédibilité sur le produit. Tu as été l'exemple. Première question, est-ce que ça tient? Ouais, c'est la première question que j'ai posée effectivement quand j'ai vu le produit tout à l'heure. Alors sur le running, je veux bien le croire, il y a 2 gros aimants. Ce qui m'a impressionné, c'est sur la moto, parce qu'il y a un aimant qui est gros, mais une moto ça vibre. Donc c'est la première question que j'ai posée effectivement. Ouais, et c'est toujours la question que les gens posent. Et donc en fait, pour les rassurer, en plus d'avoir notre discours de marque, évidemment, mais on est la marque, donc forcément le discours est pas forcément objectif. Donc le fait d'avoir 20, 30, 40, 50 personnes qui utilisent le produit, qui le montrent ouvertement, ça a été vraiment l'enjeu clé pour nous. Ok. Donc une centaine de produits offerts, donnés à des gens qui courent, des influenceurs, micro ou influenceurs. Enfin, on les appelle influenceurs, mais c'est juste des gens qui postent sur les réseaux et qui font de la course. Exactement. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour activer le... Et après, pour activer, on a un deuxième pilier qui est très très gros chez nous, qui est la partie événementielle. Ok. Donc là, sur toutes les courses qui existent en France, il y en a des centaines, marathon de Paris, marathon de Nantes, de Toulouse, de Bordeaux et compagnie. Les 2 jours avant la course, il y a un village où les gens viennent retirer leur dossard de course. Et donc là, on prend des stands, on vend sur place. Et puis on fait des démos produits, et donc tu peux nous entendre clapper toute la journée. Alors le clap que vous entendez là et que vous avez entendu plusieurs fois parce que je joue avec, c'est le clap des aimants, effectivement, c'est très exactement. Très puissant, ouais. Et donc en fait, c'est d'un point de vue marketing, le côté sonore est hyper efficace. Les gens se disent mais c'est quoi ça?
Et en fait, on les attire comme ça, on leur explique le produit et ça nous permet en fait tout simplement de montrer la marque, de bien mailler le territoire, parce que c'est pas juste de faire les événements à Paris, hein, c'est mailler le territoire, c'est hyper important pour nous. Et donc en fait, la partie événementielle, ça fait des ventes sur place, ça permet de rentabiliser le stand et de ne pas sortir trop de trésor, ou même de gagner un peu d'argent. Et ça fait des petits en fait sur le web tout simplement. D'accord. Ça vous coûte cher, j'imagine. Tu connais ton budget annuel ? Sur la partie événementielle ? Ouais. Ouais, alors sur la partie événementielle, on est autour de 25 000 euros. Sur l'année ? Sur l'année. Ça fait combien d'événements ? Ça fait à peu près 35 événements. D'accord, moins de 1 000 euros par événement pour avoir un stand, faire des démos et faire des ventes. Du coup, ça veut dire que t'es flat, t'es rentable même sur un événement ? Je suis rentable à une petite variante pire près, on va dire, c'est que le temps humain qu'on investit nous-mêmes, on le budgète pas vraiment. On le compte pas dans les 25 000 euros, quoi. Ouais, c'est pas une compta analytique qui pousse, c'est bien. Non, vous avez le temps, non, quoi. on n'est pas en ABC costing encore. Okay. 25 000 euros pour couvrir à peu près 35 événements, c'est ce que tu m'as dit. Et du coup, en dehors de votre temps, qu'il est difficile de rentabiliser, de quantifier, qualifier, mais vous êtes les fondateurs, c'est normal. Vous êtes rentable. Vous partez à chaque fois avec un stock. Ouais. Sur les événements, je veux dire, vous êtes rentable. Ouais. Okay. Ouais. Et tout événement où on n'est pas rentable, on ne le fait plus. Ok. Est-ce que tu as des événements qui marchent mieux que d'autres ? Oui. Et du coup, vous faites que du running pour les événements ou vous faites aussi vélo ? Maintenant, on commence à faire du vélo et de la moto. Évidemment. Et alors la moto, j'ai du mal à voir comment ça peut marcher, mais... Alors, on va prendre un exemple. Début avril, donc il y a le marathon de Paris. Ouais. On aura un gros stand. À peu près 30% de nos ventes vont se faire sur les produits de roues. Ah, à des coureurs qui sont venus courir au marathon, mais qui prennent des produits de roues. D'accord. Après, il y a aussi des salons spécialisés vélo, des salons spécialisés moto. Ouais. Et ça, vous en avez déjà fait ? Vélo, on en fait, ça marche très bien. Ouais. Et la moto, c'est vu que le produit vient de sortir, ça arrive. Je fais une parenthèse, petit pas de côté. Le produit moto et vélo, est-ce qu'ils sont différents ? Alors, c'est exactement les mêmes produits. Ils vont être au même prix, c'est juste la boîte qui change, notamment pour des réseaux de distribution, puisque dans un magasin de moto, si on vient avec un packaging où il y a un vélo dessus, forcément, c'est impossible à vendre. Donc le motard ou le cycliste ont besoin d'être différenciés de l'autre, surtout qu'ils ne s'aiment pas toujours. Non. D'ailleurs. Non, bien sûr. Ok. Donc en fait, on a fait, c'est les mêmes produits, et en fait, c'est un peu comme ça qu'on a créé ce produit-là. Hein. On a vendu beaucoup de produits vélo, et les mecs nous disent, je l'ai essayé sur ma moto, c'est génial. Et en fait, on nous le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois, ça suffit. Lançons la version moto. Donc, on a fait les tests un peu plus poussés, notamment sur la partie vitesse. Et tout simplement, on a fait la déclinaison. Ce qui, d'un point de vue business, est un peu dommage parce que c'est un produit qu'on aurait pu vendre beaucoup plus cher. Mais à partir du moment où c'est le même produit que sur le vélo, on le met au même prix, hein, tout simplement. Ouais, mais c'est honnête en même temps, c'est bien. D'accord. Donc je reviens sur l'activation. Des influenceurs à qui vous donnez des produits, une centaine sur l'année, en leur demandant ce qu'ils en pensent, et eux ils postent ensuite sur leur réseau. Des événements que vous couvrez, sur lesquels vous mettez des stands qui vous permettent de faire des démos produits et surtout de maîtriser un peu justement la démo du produit. Tout à fait. Vous dépensez 25 000 euros pour à peu près 35 événements. Quels autres leviers utilisez-vous ? Et le dernier, c'est la pub online. La pub online, ouais. Que vous le gérez en interne ? Ouais. Ok, tu peux me donner une idée du budget ? Ouais, alors on va prendre surtout 2019, on a commencé un peu plus, mais 2018, on va être autour de entre 12 et 14 000 euros. 1 000 euros par mois d'achat média. Par an. Sur l'année, on fait entre 12 et 14 000. Oui, j'ai dit donc 1 000 euros par mois. Ah oui, pardon. Ouais. 1 000 euros par mois environ d'achat média. Ouais, exactement. Que vous gérez en interne. Qu'on gère en interne, exactement. L'acquisition, pour nous, c'était primordial de l'avoir en interne pour comprendre ce qui fonctionne moins. Ça, c'était vraiment, vraiment important. Et un budget qu'on a augmenté sur 2019, quasiment à 1 500 euros par mois, mais pas beaucoup plus. D'accord. Tu es capable de tracer clairement ton acquisition ta transformation ? Alors non, pour une raison très simple, c'est qu'on fait une grosse partie de nos volumes online sur Amazon. Attends, tu achètes... explique-moi. Donc sur la partie online, médias, on a on a Google. On fait un peu de... Google, on va mettre 10% de notre budget sur Google.
On va mettre 40% sur Amazon et enfin 45-45. 45% sur Amazon, 45% sur Facebook. Tout le trafic Google et Facebook vient sur notre site. Tout le trafic Google et Facebook, donc ça veut dire quoi? Tu m'as dit combien? 10% sur Google? 55% de notre trafic, 55% du trafic généré par les pubs viennent sur notre site. Ok. Et sur notre site, on laisse le choix au client d'acheter soit sur notre site directement, soit d'acheter sur Amazon. On a un bouton Amazon sur notre site, tout simplement parce qu'en termes de qualité de service, ils sont injouables. C'est très intelligent de faire ça, je trouve. C'est couillu et il y a beaucoup d'invités que je reçois, ou en tout cas de personnes auxquelles je parle, qui ne veulent pas. Ils veulent maîtriser leur distribution, quoi. Ouais. Leur marge, la distribution, la qualité de l'emballage du produit. Et puis, ils ne veulent pas donner 25%, enfin, bien entre sûr, 15 et 25. mais moi, je suis pas capable de livrer en 24 heures partout en France. Ok. Je suis pas capable de le faire. Donc là, tu t'affranchis presque de cette charge mentale d'entrepreneur qui est le shipping. Et du coup, vos stocks, quand vous vendez via votre site internet, ils sont où? Tous les stocks sont basés à Colmar. Pourquoi on Colmar? A notre partenaire logistique qui est basé à Colmar. Et donc voilà, ça y est, grosse logistique, ils sont capables donc de livrer. Donc les stocks Amazon comme les stocks, vente sur Amazon comme vente sur le site. Les ventes Amazon sont stockées chez Amazon. D'accord, vous êtes en Prime. En Prime. Ouais, ça. Pardon, je le fais pour. Je ralentis un tout petit peu, mais quand on vend sur Amazon, on a le choix de faire le fulfillment, donc le stockage et l'envoi via Amazon, ou de le faire soi-même. Si on le fait via Amazon, du coup, on est Prime et on peut offrir cette option à vos clients, qui est quand même très pratique. Voilà, on n'aime pas, mais c'est livré en 24 heures, c'est hyper rapide, c'est super. Et on ne gère pas du coup la logistique, ça coûte un peu plus cher. Je vous invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec le patron de la marketplace Amazon. Ça doit être l'épisode 12-13 dans ces eaux-là. Ok. Autre point sur Amazon, pourquoi on pousse entre guillemets aussi sur Amazon, c'est les avis clients. Les avis clients sur Amazon, c'est une des seules plateformes où c'est quasiment impossible, je ne vais pas dire impossible, mais c'est très dur de tricher sur les avis Amazon. Et en fait, ça c'est une vraie tendance. Je crois que les premiers à avoir créé le mouvement de fond, c'est L'Oréal en 2017, où ils ont migré une grosse partie de leur budget pub sur Amazon, tout simplement parce qu'en fait, je crois que c'est 35% des achats e-commerce qui passent par Amazon d'une manière ou d'une autre. Pas dire que l'acte d'achat se fait sur la plateforme, mais on va aller sur Amazon pour contrôler le prix, pour voir les avis. Et ça, c'est quelque chose qui est... nous, on en est persuadés, parce que c'est comme ça qu'on consomme aussi. Dès qu'on voit quelque chose, on va sur Amazon, on check le prix, les avis. Et les avis clients sur Amazon, c'est injouable. C'est très, très compliqué de tricher. Très très compliqué. Je crois que c'est Charlie Rousset justement de Morphée, je le recite, qui disait ça. Il disait pour chercher on va sur Google, pour acheter on va sur Amazon. C'est un peu la tendance de marché. Donc ne pas être présent sur Amazon, c'est un risque. Il faut être très très fort sur la construction de sa plateforme de marque, l'entretien, l'animation de sa communauté pour s'en priver. Mais Amazon c'est le premier supermarché mondial. Mais c'est quand même important, 45% de vos dépenses, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur Amazon. Quel type de dépenses du coup? Alors sur Amazon, et donc du coup cette année on va passer à 70% sur Amazon et 20% sur Facebook. Tout simplement parce qu'en fait la grosse différence entre la pub Amazon et la pub Facebook, c'est que moi toutes les ventes que je vais faire sur Amazon vont me permettre de remonter dans l'algo, d'être mieux classé et vont générer des ventes organiques. T'as déjà été dans un top Amazon? Un top vente ou pas? Ouais, le brassard était numéro 2 au mois de décembre. Okay. Tu sens une accélération organique, naturelle du coup de tes ventes? Nous, c'est ce qu'on fait. Donc ça vaut le coup de booster ton achat média Amazon de tes produits pour remonter dans les classements, remonter dans les ventes. Ouais. Ok. Ouais. C'est honnêtement. Double effet qui cool, quoi. C'est exactement ce que tu n'as pas sur Facebook, clairement. 70% l'année prochaine. Est-ce que du coup, alors j'ai plein de questions qui me viennent, mais est-ce que du coup vous avez une approche spéciale sur le packaging pour essayer d'embaser vos acheteurs Amazon? Les gens, quand on achète sur Amazon, Amazon ne transmet pas forcément à l'e-commerçant mes coordonnées. Donc c'est difficile ensuite de m'embaser pour m'activer, me vendre des produits additionnels. Ouais. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, ça, on le fait depuis début 2019. Ok. En fait, question d'actualité. Ouais. Et en fait, on a tout simplement, on offre une extension de garantie si on enregistre son produit sur notre site.
Ok. C'est quoi? C'est une petite carte qui est à l'intérieur? C'est sur le À produit? l'intérieur, il y a t'as un petit flyer. Mais qui est donc dans tous les packs Ouais, exactement. que je l'ai acheté sur Amazon ou ailleurs. Exactement. D'accord. C'est donc juste, on invite deux choses. La première, c'est de s'enregistrer tout simplement sur notre site. Nous, ça nous permet de récupérer tout simplement les contacts Évidemment. les clients. Et la deuxième chose, c'est de partager sur Insta. Ça aussi, c'est la deuxième chose sur laquelle on insiste sur le petit flyer qui est dans le packaging. Ok. Alors, 3 leviers pour commencer vos ventes il y a 2 ans et puis et actuellement. L'influence, les événements, la pub online. Sur la pub online, c'est vous passez à 1 500 € par mois environ. Vous dépensiez 45% sur Amazon, 45% sur Facebook, 10% sur Google. Et en 2020, vous passez à 70% sur Amazon. Tout à fait. Et notamment, la réduction de Facebook, elle est liée, c'est un double phénomène. C'est à la fois la part prépondérante qu'Amazon est en train de prendre, et l'autre part, c'est que... Attends, pardon, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Je dis, pourquoi on a réduit le budget sur Facebook? Ouais. Il y a 2 raisons. Donc la première, c'est que plus on fait La de part ventes- prépondérante Ouais. qu'Amazon est en train de prendre. Ok, Tout à pardon. fait. Et la deuxième, c'est qu'on vend des produits, notamment sur les 2 roues, à 30 €. Et qu'à 30 €, le coût d'acquisition, on peut pas le supporter. Les prix sont en train d'exploser. Quand je dis Facebook, on parle Facebook plus Instagram. Ouais, le groupe. La régie ouais. complète. Les coûts sont en train d'exploser et que nous, absorber 10 € d'acquisition ou 8 € quand on est un peu meilleur, c'est juste pas jouable sur un produit à 30 €. 10 € ou 8 € quand t'es un peu meilleur sur un achat confirmé, quoi. Un temps en soi. Ok. Oui, c'est cher. Oui. Ok. Effectivement. Ok. Super intéressant. Est-ce que tu as d'autres tips sur Amazon à donner, d'autres conseils? Sur Amazon, la clé des avis clients, et nous ça a débloqué quand on s'est mis fin 2018, même début 2019 à vraiment prioriser les avis clients et à faire une boucle email automatisée derrière pour relancer, pour que les gens déposent des avis clients. Déjà, on a vu le nombre d'avis qui a explosé. Et ça, moi, j'arrive dans un magasin, j'arrive en retail, je dis, regardez un peu les avis qu'on a sur Internet. Ça change tout. Ok. Comment vous générez des avis? Comment vous motivez? Donc là, on a, nous, après chaque achat, on a une boucle de 3 emails. À condition d'avoir reçu l'email de la personne qui a acheté. Sur Amazon, pardon, j'étais sur Amazon. En fait, sur Amazon, on n'a pas les coordonnées. Ouais, Par contre, une adresse. Par contre, on peut. Tu peux communiquer avec il y a l'acheteur. des petits plugins qui permettent de le faire automatiquement. Ça coûte 10 $ par mois, ou 20 ou 30 quand on commence à faire un peu plus de volume. Ça prend 15 minutes à mettre en place. Alors, c'est un plugin que tu mets où? En gros, soit un plugin, soit sur le site. Ok. Et ils se connectent avec ton compte Amazon. Ouais. Ils sont certifiés Amazon. Ok. Et derrière, tu définis ta boucle et ça shoot automatiquement tout le temps. D'accord, c'est l'email qu'on reçoit de Amazon, mais de la part d'un vendeur qui me demande mon avis sur un produit quelques jours après mon achat. Ok. Exact. Tu as un nom de plugin? Ouais, ça s'appelle Sage Mailer. SAGE Mailer. D'accord, c'est pas Sage le RP? Je crois pas que ce soit lié à ça, non. Ok, Sage Mailer. Ça, c'est l'outil number one pour quelqu'un qui vend sur Amazon. L'outil number one pour quelqu'un sur Amazon. Parce que ça, c'est grâce à ça qu'on a tout simplement les avis clients, quoi. Super, ça fera une belle virgule pour le début de ce podcast. Entendu. Tu peux nous donner des ordres de grandeur de ta distribution, de tes ventes, pardon, par rapport à ta distrib? Ouais, en fait, entre le online, Amazon et l'event, le retail. Ouais, sur 2019, on fait 15% sur l'événementiel, 30% sur le web et 55% sur le retail. 55 sur le retail. Ouais. Et le web, les 30%, comment est-ce qu'ils se divisent entre le direct et Amazon? Et on fait 70% sur Amazon, 30% sur notre site. 2 tiers, 1 tiers. Ok. Ouais, donc ça veut dire qu'au total, ça fait 20% de vos ventes sur Amazon. Ouais. D'accord. Et en fait, c'est là où notre système il fonctionne bien, c'est qu'en fait, chaque circuit se nourrit l'un de l'autre. Et ça, c'est, l'omnicanal, on l'invente pas, c'est quelque chose qui est de plus en plus actuel. Le retail n'est clairement pas mort. Il y a un enjeu qui est colossal sur le retail. Vous le savez, chers auditeurs, si vous êtes fidèles, mais c'est vraiment
trame de fond, le retail n'est pas mort, quoi. Le physique n'est pas mort. Ah non, mais et personne le dit, mais là, ça se vérifie. Non, mais clairement. Et en fait, ce qu'on fait sur les events, ça donne de la visibilité, ça donne de la crédibilité. Ça nous permet d'ouvrir des partenariats commerciaux aussi avec des magasins. Et en fait, plus on est présent en magasin, plus nos ventes web grossissent. Et c'est pour ça qu'en fait, le budget pub va être flat en 2020 par rapport à 2019. Tout simplement. Si tu grossis ton retail, tu grossis tes ventes globales, c'est ça? Exactement. Sans dépenser forcément plus. Mais tu runs sur ta marge. Tu fais moins de marge en retail. Alors, ça c'est pareil. Selon les produits, ça peut être un mythe aussi. Parce que quand je vends à un magasin indépendant sans avoir fait d'énormes remises, forcément ma marge est correcte, parce que sur Amazon il y a quand même le coût de la plateforme, il y a le coût d'envoi, 25% qui partent. Et en fait sur des petits prix la réalité c'est que on a quasiment la même marge sur Amazon et sur le retail. Il y a plein de trucs qui vont être qui pourront être mis au début de ce podcast. Sur Amazon et en retail, au final, j'ai la même ta marge est la même. Ouais. Ok. Elle n'est pas encore assez haute, mais on y travaille, mais c'est la même. Creusons le retail. Vous distribuez du coup à la Fnac, tu l'as dit. Alors on distribue un peu partout. C'est l'avantage des accessoires smartphone. Tout le monde en vend. Tout le monde. Et donc on a donc le consumer electronics, Fnac notamment, Fnac Darty d'ailleurs. On a ensuite les magasins généralistes sport et outdoor, donc on a des chaînes comme Au Vieux Campeur, on travaille avec pas mal de magasins Intersport, des magasins Go Sport, et après on a la partie spécialiste. Alors t'as des magasins Go Sport, mais pas tous les magasins Go Sport? Non, en fait ça dépend sur le running. Indépendant sur l'achat? Non, c'est les acheteurs qui, en fonction des gammes de produits... D'accord, dispatch. Par exemple, la partie vélo est beaucoup plus grosse chez Go Sport que la partie running. Donc l'assortiment est plus large et donc ils nous mettent dans plus de magasins. Comment t'as réussi à décrocher Go Sport? J'ai pris mon téléphone. T'as pris ton téléphone, t'as battu le pavé. Ouais, alors j'ai l'avantage d'avoir travaillé pour des équipementiers sportifs pendant quelques années auparavant, donc j'ai quand même un réseau dans le retail qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Mais n'empêche que on revient toujours à la case départ de tu prends ton téléphone, tu prends ton ordi et puis des fois t'es un peu lourd. C'est bien. Et donc du coup, le dernier, donc les consumer electronics, les généralistes, et le dernier, ça va être les spécialistes. Donc là, c'est le magasin qui fait que de la moto ou qui fait que du vélo, que du running. Okay. Et ça, c'est ceux-là qu'on a travaillé en premier. D'accord. Donc plus spécialisé, plus qualifié pour les acheteurs, mais des chaînes peut-être moins importantes. Alors là, on est souvent sur des indépendants. Okay. Vraiment, c'est 1 ou 2 magasins grand max, avec des passionnés en face, et c'est le gérant du magasin qui va faire les achats. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on travaille au quotidien avec toute l'équipe. D'accord. Il dit toute l'équipe, mais vous êtes, tu m'as dit combien? 6 équivalents temps plein 6 équivalents temps plein, okay. Et dont 5 au commercial. Sport généraliste, sport spécialisé et consumer electronics, électronique en public, c'est ça? Si tu devais n'en garder qu'un? Clairement les spécialistes. Hein. C'est vrai? Oui, parce que c'est les plus nombreux. C'est les plus nombreux, mais c'est aussi ceux qui nécessitent le plus de travail pour les décrocher, quoi. Exactement. Ça nécessite le plus de travail. Par contre, je préfère avoir 100 clients qui pèsent 1% qu'un client qui pèse 100% de mon chiffre. En termes de gestion du risque portefeuille client, moi, s'il y a un magasin indépendant qui me lâche, je perds pas grand-chose. Ça se défend, ouais. Si, typiquement, en Belgique, où là, on commence à bien travailler là-bas, on a un client sur la Belgique qui pèse quasiment 50% du chiffre. S'il part, c'est plus problématique. Ouais, ok, je comprends. J'ai encore plein de questions, mais le temps file. Hein. J'adore cet entretien. Vous produisez en Chine ? Il faut combien de temps pour vous faire livrer une commande? Alors nous, on a quand même beaucoup de chance. Alors, on a 4 usines différentes qu'on gère directement. Le produit est petit, hein, ça fait la taille d'une. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est pas immense et ça pèse pas très lourd. Non. Ça, vous l'envoyez par. Nous, en fait, de Chine, hein, donc on produit, on a nos 4 usines là-bas, on assemble tout là-bas, et ensuite on envoie par bateau, okay. De temps en temps par avion.
mais on n'aime pas ça, d'une part pour la planète et pour les sous, puisque ça coûte beaucoup plus cher. Mais voilà, quand on doit gérer des ruptures, malheureusement, on est obligé de faire avec. Et donc voilà, nous on envoie des cartons de 80 pièces. Et ça, c'est des petites choses toutes bêtes, mais typiquement sur les produits running, à la fin de l'année, on réduit les packaging et ça nous permet de réduire les coûts de transport et l'émission de CO2 de manière assez drastique. C'est des petites choses toutes bêtes, mais voilà, on enlève tout le plastique des packaging aussi. Voilà, c'est ce genre de choses qui en fait sont d'un point de vue et business et écologique hyper intéressantes à faire. C'est intéressant, ça vous réduisez le packaging en fin d'année. Pourquoi ouais, fin d'année? Là, il nous reste du stock. Ok, d'accord. Ok. Oui. Pardon, et du coup, combien de temps entre le moment où tu passes commande et le moment où tu reçois tes produits? Nous, on est autour de 4 mois. D'accord. Ce qui est faut quand même assez court. Dans le textile, on est plutôt autour de 7 mois. Okay. Voilà, chez les équipementiers sportifs dans lesquels je travaillais, voilà, on commandait en même 8 mois parfois. Oui, c'est vrai qu'on en parlait avec Déborah Janissek de Dualist, super épisode aussi. Effectivement. Mais même 4 mois dans l'électronique, surtout vous avez une certaine saisonnalité. On court moins en hiver qu'on court en été, j'imagine. Eh ben, pour l'instant, on la touche pas trop du doigt. Alors, tu l'as pas vu? C'est aussi masqué par la croissance, puisqu'on a doublé à chaque fois. Donc forcément, ça masque un peu. Mais en fait, si tu reprends l'année, en fait, janvier, c'est les bonnes résolutions. Février, il y a la Saint-Valentin, nous, on a un petit pic d'activité. Okay. En mars, là, c'est les beaux jours, les reprises des courses. On ressort les vélos. Avril, mai, juin, juillet, c'est monstrueux. Septembre, c'est la rentrée des classes. On se remet au sport. Le seul mois qui est vraiment 15 juillet, 15 août, très faible, et le mois d'octobre. Mais après novembre, on a Black Friday, qui est monstrueux pour nous et qui est hyper stratégique. Et après, c'est Noël, et Noël, ça explose. Les ventes explosent. Ok, tant mieux. Mais du coup, 4 mois, il faut quand même le prévoir un peu en avance. Je fais une nouvelle fois un pas de côté. Avec le coronavirus, est-ce que vous êtes affecté? Alors, pour l'instant, on touche du bois, non, puisqu'on a fait venir, en fait, on a plusieurs dizaines de milliers de pièces qui viennent d'arriver dans nos entrepôts, fin janvier. Plusieurs dizaines de milliers? Ouais, là on va Plusieurs dizaines de milliers. Alors que tu m'as dit que vous avez vendu 30 000 en 2 ans? Ouais, on essaie de doubler. Une belle accélération, quoi. Ouais, okay. Ouais, exactement. Notamment sur les produits 2 roues, c'est assez fou les volumes qui sont en train de sortir. Donc ouais, on est obligé, c'est un marché où on est obligé de stocker pour répondre aux opportunités. Okay. Là, on vient de signer des contrats sur des pays étrangers. Il faut livrer tout de suite. Donc, si on n'a pas le stock, on perd l'opportunité tout simplement. Donc, vous venez de recevoir plusieurs dizaines de milliers de pièces avant que le coronavirus se bloque Exactement, okay. Juste avant le nouvel an chinois. Juste avant le nouvel an. Ouais, okay. Ça c'est toujours très important de pouvoir envoyer juste avant le nouvel an chinois, parce qu'après pendant 2 mois, tout est fermé, c'est fini. Et là, par contre, on est déjà obligé de relancer une production très rapidement sur les produits 2 roues. Là, effectivement, on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. On est assez inquiet, ouais. D'accord. Vous relancez une production, c'est-à-dire que tu vises là une livraison en mai-juin. Alors idéalement, ouais, ça aurait été ça. Sauf qu'on sait déjà qu'avec ce qui s'est passé au mois de janvier, on a pris 1 mois de plus. Ouais. Et puis on va voir. Donc là, on est en contact en permanence avec les usines, donc on sait qu'ils sont là, qu'ils ont repris le boulot, mais c'est un rythme beaucoup plus faible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça a un impact tout simplement avec ce qui se passe en Europe, puisque ça commence à arriver en Italie, qui est pour nous un très gros marché. On a quasiment 200 points de vente en Italie. Ok, 200 sur 400, sur 500? Non, vous passez à 700 bientôt. Là, on passe à 700 la semaine prochaine. D'accord. C'est énorme. Ça marche et que sur le vélo pour l'instant. Okay. Ça marche très très fort là-bas. Sauf que forcément, tout le nord du pays, qui est une grosse région vélo, est pas en quarantaine pour l'instant, mais qui est quand même bien affecté. Et en fait, ça a des impacts sur les commandes directes, ça a des impacts sur le taux euro-dollar. L'euro est en train de tomber par rapport au dollar, donc on en va acheter plus cher. Donc du coup, pour améliorer les marges, on n'y est plus. Donc non, ça a un impact en fait qu'on est en train de vivre au jour le jour. Ça a un côté hyper excitant parce qu'il va falloir qu'on soit hyper réactif, mais ça a un petit côté un peu flippant parce que si l'économie stagne si on peut plus sortir de chez soi, qu'on peut plus faire de running, qu'on peut plus prendre le vélo, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pour la réa pro et pour les achats, quoi. Exactement. Ok. Super. Vous étiez sur WooCommerce. Oui. Et vous avez changé? Tout à fait. Vous êtes sur quoi maintenant? On est passé sur Shopify. Pourquoi? On est passé sur Shopify tout simplement parce que la plateforme est beaucoup plus user-friendly.
clairement, beaucoup plus facile à utiliser. Vous êtes resté combien de temps sur WooCommerce depuis le début jusqu'à... On a fait le changement il y a bientôt 1 an. Donc vous avez fait une année sur un peu plus d'une année sur WooCommerce. Le changement, vous l'avez fait vous-même? Vous avez fait appel à une agence? Non, on fait tout nous-mêmes. Un associé central. Toi, c'est de formation ingénieur ou commercial? Commercial. Ok. Non, en fait, ça c'est important pour nous aussi sur le début. On est vraiment en fait en train de construire notre modèle en ce moment sur la distribution. On est vraiment dans la construction de la base de la société et l'acquisition, les ventes online, enfin toute la partie commerciale et développement produit. On a besoin de les avoir en interne pour tout comprendre de A à Z. Et puis ça nous plaît d'apprendre, hein, clairement aussi. C'est quand même aussi pour ça qu'on c'est passionnant, qu'on se lance. Hein. Ouais. Donc Shopify depuis mars 2018, ça va bientôt faire 1 an. Après 1 an, quel est ton retour sur le sujet? C'est top. Hein. C'est top. La partie plugin qui est hyper intéressante. Si je reviens sur les chiffres, hein, donc 10% de vos ventes, à peu près, qui sont faites sur votre site. Sur votre site, finalisé sur votre site et pas dans Amazon. Ok. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non. Donc je disais, c'est la partie plugin est hyper intéressante sur Shopify. Alors c'est peut-être une impression, mais la bibliothèque elle est hyper claire. Il y a énormément d'avis sur chacun des plugins. Et puis pour aller trouver les nouveaux plugins qui sortent, c'est beaucoup plus facile, notamment avec YouTube. Comment tu fais toi? YouTube. Qu'est-ce que tu cherches dans YouTube? Alors moi je passe une grande partie de mon temps libre sur YouTube, tout simplement en fait pour comprendre le marché. Je vais pas dire que c'est là où tout se passe, mais beaucoup de choses sont en train de se passer sur YouTube. Et typiquement, c'est marrant que tu fasses ta veille sur YouTube du coup. Et même t'en parlais de plugin Shopify. Exactement. Okay. Exactement. C'est puisque nous en France on a beaucoup d'influenceurs lifestyle, mode, food, sport. C'est pas encore ça commence à arriver sur les influenceurs, on va dire business. Nous c'est pas encore quelque chose qui est hyper répandu en France, mais aux États-Unis c'est monstrueux. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, et des mecs qui sont vraiment pertinents. On n'est pas là, pas le mec qui se filme devant une voiture de luxe louée et qui fait semblant d'être. C'est vraiment des mecs qui ont prouvé et démontré qu'ils étaient hyper pertinents dans leur domaine, et ils ont du contenu qui nous offrent gratuitement toutes les semaines, et on serait trop bête de s'en priver, quoi. Tout à fait. Donc Shopify, c'est sur YouTube que tu trouves des idées d'optimisation et de plugins. Quels sont les plugins que tu préfères, dont tu pourrais pas te passer? Omnisend. Omnisend qui gère toute la partie mail, automatisation, abandon de panier. Ça ce serait le number one. T'en as testé d'autres? On en a testé pas mal. On parle souvent de Klaviyo. Ouais. On a après il y a qui va avec, il y a Shogun, hein, pour tout ce qui est construction de pages. Mais ouais, avec ces deux-là, déjà, on fait beaucoup de choses, quoi. Parce qu'en fait, le but de Shopify, quand on n'est pas des professionnels, quand on n'est pas des devs, c'est de pouvoir modifier. Quand le produit moto est arrivé, ça nous a pris 2 heures à mettre la page et de mettre le site en ligne, quoi. Et c'est là, c'est tout l'intérêt de Shopify. Vous êtes en Shopify basique, enfin au standard. On remonte souvent la frustration de ne pas pouvoir changer le checkout. Tu sais, le tunnel final qui est très loqué par Shopify. Oui. Ça vous pose problème? Alors nous, j'ai complètement le nom du plugin ne me vient pas. Peut-être que ça va me revenir. Je vous le mettrai dans les commentaires. Mais on a beaucoup travaillé là-dessus. Et par contre, sur cette partie-là, nous, on a fait appel à un dev parce que ça allait trop loin pour nous. En termes de... Sur le checkout, mais le checkout, on ne peut pas tellement on peut pas y toucher, quoi. Ouais, mais on peut faire quand même des choses. Notamment sur le multilingue et compagnie, il y a quand même des choses à faire. Et c'était un peu technique en termes de dev. Donc là, typiquement, on fait appel à un freelance qui bosse avec nous régulièrement. Dès que ça devient un peu... dès que c'est un peu technique, beaucoup trop technique, on fait appel à un free. Ouais. Super. Si ça te revient, je te redemanderai, mais le plugin pour le checkout. Non, t'embête pas, on fera ça après. Ok. Omnisend pour vos campagnes email, abandon de panier, automation. Oui. Ok. Et il y a d'autres outils que vous utilisez au quotidien? Qui font vraiment la diff comme ça?
bon après, et après, on en a un d'automatisation que tout le monde a, enfin que beaucoup ont, c'est Zapier. Hein. Bien sûr. Voilà, mais ça, ce sera pas une découverte. Alors moi, j'avais découvert Integromat Oui. par mon ancien associé Jonathan Benoudiz. Super épisode aussi, je sais plus, ça doit être le 10, mais je vous le conseille. Je suis tombé amoureux d'Integromat. Alors une interface qui est vraiment pas terrible, mais la puissance et la souplesse du truc, j'en raffole, quoi. Et c'est pas très cher. Donc Zapier pour vous, ok. Ouais. Ok. Pour terminer, on va atterrir en douceur. 2 questions. 3. La première, je vais te demander s'il y a une gamelle lors de ces 2 premières années. Si tu as senti à un moment le tipping point, une accélération de votre business. Et je terminerai par ton conseil à une personne qui se lance demain dans l'objet sportif, technique, technologique en ligne. Je commence par les gamelles. Est-ce qu'il y a une erreur, un plantage sur lequel tu peux revenir? Le produit cardio. Ok. Vous avez du coup complètement abandonné? Alors, en fait, on le vend encore online et les clients sont hyper contents et on en vend quand même encore pas mal online. Par contre, en magasin, ça n'a pas marché du tout. Donc, en magasin, on le propose plus maintenant. Ok. Et en fait, plantade parce que quand on a fait, on le disait en début, on a fait une première production de 2000 et après, on en a relancé encore. On en a relancé parce que les distributeurs nous disaient « Ouais, c'est génial, il nous le faut ». Sauf qu'en fait, ça nous a coûté très cher de relancer ça, parce que c'est un produit qui coûte cher, on a des mauvaises marges dessus en plus. Et ces 2000-là, on se les est traînés, on s'est traîne encore un petit peu. Donc là, maintenant, on arrive... Vous arrivez seulement maintenant au bout. Ouais, ça a été... Donc 2 ans après, c'est ça. Et donc, on a immobilisé beaucoup d'argent sur cette production-là pour des ventes qui sont pas au rendez-vous. Et... Attends, les 2000, t'en avais déjà vendu 1000 à Kickstarter, donc c'est les 1000 derniers que t'as mis 2 ans à vendre? Non, c'est au total, ouais. Donc sur 4000, il y a 2000 facile, pas de problème. Et les 2000 d'après, où ça a été un peu plus compliqué. Okay. Et parce qu'on a cédé un peu aux sirènes des distributeurs qui disaient non, mais c'est celui-là, vous allez voir, en magasin, ça va être génial. Sauf que c'est pas le cas. Et puis en fait, c'est un produit sur lequel on a des mauvaises marges. C'est l'électronique. Donc en termes de production, c'est un enfer. Et puis en termes de SAV, c'est aussi un peu casse-pied puisqu'on a le classique ça marche pas. Bonjour, redémarrez votre téléphone. Ah bah oui, ça marche. Et ça, voilà, quand on fait pas d'électronique, on est sur un taux de SAV de 0,3% sur des produits classiques. On va être autour de 2-3% sur l'électronique. C'est énorme, c'est 10 fois plus. 10 fois plus. Ok. Et ça reste un taux assez bas à 2-3%. Ouais, 2-3%, j'allais dire, ça me paraît pas énorme. Mais okay. Donc voilà, en fait, c'est un tout qui fait que, voilà, mauvaise marge, compliqué à vendre, un peu de SAV, et puis voilà. Donc ça, c'était le produit où on a immobilisé... on a immobilisé beaucoup d'argent. C'est un produit qui nous a coûté très cher à développer. Puisque le capteur il marche super bien mais il a coûté cher, le firmware aussi, bureau d'études, donc voilà, ça c'est un peu la gamelle, mais d'un côté c'est grâce à ce produit là qu'on a lancé la boîte. Lancer. Ouais, okay. Exactement. Ok. Tipping point, est-ce qu'à un moment tu as ressenti une accélération forte de votre business et à quoi tu l'attribues? Ouais, mois de mai, juin dernier. Ok, 2019 hein. Ouais. Ok. Donc il y a 8 mois. C'est le 2 roues. C'est le vélo. Okay. On a sorti le produit vélo, en fait qu'on nous demandait depuis un bout de temps, mais on a mis beaucoup de temps à trouver la solution technique pour que ce soit fiable. Et là, colossal. On a ouvert entre septembre et décembre, on a ouvert 300 points de vente sur le vélo. Et c'est le produit de roue qui nous a conforté dans l'idée que tout simplement ce que les gens voulaient absolument, c'est l'accès au téléphone. Et donc voilà, et maintenant on décline moto, scooter, et puis on a d'autres produits qui vont arriver, trottinette aussi. D'autres produits, tu peux nous donner un avant-goût? Alors ça c'est toujours un sujet délicat puisque même nous on a des arbitrages à faire en interne encore, mais typiquement sur tout ce qui est sport d'eau, sport d'hiver, sport extrême, où on a des petits compléments à faire par rapport à notre gamme sur lesquels on est en train de travailler. Donc après voilà, c'est toujours il y a des produits qui sont plus faciles que d'autres à lancer, donc on est en train de jouer sur ces arbitrages là. Cool. Pour finir, si je me lance demain dans les produits techno, sportifs, est-ce que tu peux me donner un conseil? D'avoir une bonne équipe. C'est à ça que tu attribues
Alors, on parle pas encore de réussite, c'est encore jeune, mais ça va dans le bon sens. C'est Antoine, ton associé ? Oui. Ok. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Moi, je suis hyper admiratif des gens qui se lancent en solo. Je sais pas comment ils font. Mais non, c'est d'avoir une équipe qui soit complémentaire. Ça, c'est un peu un classique, on va dire, clairement. Mais ouais, quand je dis une bonne équipe, c'est une équipe qui va dans le même sens, qui exécute. L'exécution est primordiale. Nous, c'est là-dessus qu'on performe. C'est pour ça qu'on est hyper bon en magasin. Voilà, on est là, on exécute, que ce soit en qualité de service, en qualité de produit. Voilà, ça, c'est une bonne équipe qui exécute. Donc bien choisir ses associés, puis ses premiers employés, ou partenaires en tout cas. Ouais, parce que c'est partenaire. Hein, Vous êtes donc 2 associés fondateurs. Sur les 6 ETP, les 4 autres, ils sont quoi ? Commercial. Ok, mais en free ou en employé ? On a du free et on a du stage alternant aussi. Ok, mais tous sur le commercial. Pour l'instant, donc là... avec toi, en fait, vous êtes... alors toi, t'as un profil plutôt polymorphe, mais... polyforme plutôt, d'ailleurs, mais... donc ton associé ingé, toi, commercial plutôt, et 4 commerciaux ensuite, quoi. Exactement. Ok. Là, c'est vraiment le focus. Et en fait, on est seul, entre guillemets, sur le retail, sur ces accessoires-là. Donc, il faut aller hyper vite. Hyper vite. Donc là, on appuie à fond dessus. Et puis, on se gère le marketing avec Antoine. Parce que j'ai la chance d'avoir un ingénieur qui est hyper ouvert sur le marketing et qui a un vrai sens market. Donc, sensibilité business, c'est important, quoi. Franchement, ouais. Quand on fait de la data et qu'on... Ouais, bien sûr. Du code ou du chiffre, c'est le propre des gros hackers. Mickaël, merci énormément pour ton temps, c'était passionnant. C'était beaucoup plus long que ce à quoi je m'attendais en préparant cet entretien et j'ai appris plein de choses. J'ai adoré creuser la partie Amazon. Et puis tu as été très généreux sur les chiffres de ton business. Merci à toi. Merci énormément. On te trouve sur LinkedIn. Mickaël Weiss, W-E-I-S-Z, c'est écrit dans le Weiss d'ailleurs plutôt, ouais. Tu me l'as dit dans le nom de l'épisode, et shapeart.com. Merci énormément, merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles, et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.